bonnes décisions de Vincent Aubert, tromboniste. Bonjour et bienvenue dans Les Bonnes Décisions, un podcast original de Vincent Posé, 5e épisode de cette première saison où je converse avec des personnalités de la Manche, avec comme double objectif de dresser un portrait de mon invité, évidemment, et puis d'essayer si possible de mieux comprendre ce qui l'a poussé à prendre des décisions cruciales dans son parcours. J'en profite également pour interroger le processus de création et d'improvisation dans des domaines qui vont bien au-delà du théâtre. Et oui, on se refait pas. Quel est le lien, entre autres, entre Grise, Alpha Blondy et François Mitterrand ? Mis à part une certaine incongruité, c'est peut-être un signe d'une ouverture d'esprit, d'une curiosité, voire d'une liberté. J'ose le mot. Une liberté qui a souvent un prix parfois fort à payer. Quel sacrifice mon invité a-t-il consenti pour vivre pleinement de sa passion et librement de sa passion ? Quel chemin emprunte celui qui est plutôt connu comme un compagnon de route talentueux et généreux, peut-être généreux aussi, on va voir, il y a un côté militaire, pourtant peu enclin à prendre la lumière, mais présent à peu près sur toutes les scènes de France. S'il n'est pas un chef de bande, il a sa place dans tous les big bands de France et d'ailleurs. Il joue, il funk, eh bien oui, il fait le lien, il crée des ponts entre les styles et les personnalités, parce que la musique se joue en groupe, et que pour lui, la notion de camaraderie, elle est centrale. Et c'est peut-être ce qui lui a valu d'être ce lien entre Grise, Alpha Blondy et François Mitterrand, mais ça, il va peut-être nous en parler. Mon invité est musicien, tromboniste, Vincent Aubert. Bonjour. Bonjour. Première question, première décision à prendre. Est-ce que nous nous tutoyons ou est-ce que nous nous vous voyons pour cet entretien ? En tant que seul homme à se tutoyer. Très bien. Alors, la première question traditionnelle dans ce podcast Les Bonnes Décisions, Vincent, ça va être quelle est la meilleure décision que tu aies pu prendre à l'heure où on enregistre ce podcast ? Alors, la meilleure décision que j'ai pu prendre, je pense que c'est au départ, c'est d'aller à Paris pour poursuivre mes études musicales qui étaient jusqu'alors très classiques. École de musique de Saint-Lô, conservatoire de Caen. Je suis pas resté très longtemps à Caen. Et puis ensuite, je suis rentré au conservatoire du 15e arrondissement de Paris avec Jacques Mauger, qui était le soliste de l'Opéra de Paris. Et ensuite au conservatoire régional de région, de région de Paris, rue de Madrid, avec ce même prof. Donc j'avais deux cours par semaine dans les deux établissements. Et voilà, et ensuite j'ai continué mon cursus très très classique. J'étais plutôt voué à une carrière de musicien d'orchestre. Et voilà. Et puis la décision, cette fameuse décision de dire, fallait que je mange un petit peu quand même, fallait que je rentre des sous. Donc j'ai commencé à traîner un peu dans les clubs où ça jouait. Enfin, il y avait ce qu'on appelle des jams, des bœufs avec d'autres musiciens. J'arrivais à Paris. Et puis voilà, la transition s'est faite comme ça. J'ai dit, mais c'est ça que je veux faire. C'est pas jouer Berlioz toute ma vie. Et voilà, c'est ça, c'est rencontrer des gens, faire de la super musique, éventuellement boire des coups, puis rencontrer, voilà. Et ça s'est fait comme ça, et c'était cette décision que j'ai prise, et qui, voilà, j'ai un peu lâché le conservatoire lâchement, sans dire au revoir à mon prof, et là, ce que j'adorais, ceci dit, mais voilà, j'ai pris cette décision qui a été payante, j'ai envie de dire, voilà. Là, la première décision, c'est d'être parti à Paris. Tu partais pour ça ? Ouais, je partais pour ça. J'ai commencé le trombone très tôt, et très tôt, je savais que je voulais faire ça comme métier. Je voyais mon prof qui était à la musique de l'armée de l'air, mais la musique de l'armée de l'air, c'est un statut particulier, c'est-à-dire qu'ils sont civils en militaire. Bon. Et en fait, ils voyageaient beaucoup, et moi, ça me fascinait. Je voulais vraiment faire ça. Mais je ne sais pas par quel biais, parce qu'il n'y a pas... Enfin si, il n'y a pas de bac pour ça, si, un bac musique que j'ai passé, mais que j'ai tenté mais que j'ai pas passé, je suis parti avant aussi, bref, j'étais là sur plein de trucs. Et donc, oui, effectivement, très tôt, je vais faire ce métier, et pour moi, c'était évident que ça passait par Paris, comme beaucoup de métiers, peut-être moins maintenant, mais à l'époque, c'était un peu le passage obligé pour se faire connaître du réseau. Donc ça veut dire que tu partais de Saint-Lô, tu partais de la Manche, et tu arrives à Paris. T'avais préparé cette arrivée-là, ou t'es parti un peu sur un coup de tête ? Alors oui, non, c'était mûrement préparé. Non, j'étais donc Saint-Lô, après j'étais à Caen, au conservatoire de Caen et au lycée Malherbe.
Et bon, donc Jacques Moget à Paris, avec qui je prenais déjà des cours parallèlement, m'a dit ne reste pas trop longtemps là-bas parce que bon, tu vas plutôt perdre ton temps que d'apprendre des choses. Donc je l'ai un peu écouté, c'est pour ça que j'étais en bac F11, bac musique, et la deuxième année, l'année du bac, j'ai dû faire 3 semaines et puis je suis parti de l'établissement pour aller à Paris. Donc, ceci dit, je ne suis pas arrivé à Paris comme ça, la gueule enfarinée. Le directeur de l'école de musique de Saint-Lô à l'époque me dit mais qu'est-ce que tu veux faire à Paris, comment tu vas y aller, nanana. Et il me dit écoute, moi il y a un bon plan, c'est la musique militaire. Alors moi j'étais plutôt militaire à l'époque, enfin j'étais jeune, j'avais les cheveux longs, bon, bref. Ça cadrait pas. Ça cadrait pas. Et en plus de ça, c'était une musique, donc il tient le tableau, il me dit ouais je connais bien le colonel, donc je pourrais éventuellement pistonner. Ça va, je veux pas de la trompette, mais bon. Donc, il m'en parle, et puis il me dit, par contre, c'est une musique présidentielle, donc c'est une musique professionnelle et d'engagé. Il faut s'engager 2 ans minimum. Et je dis, d'accord. Mais en même temps, voilà, ça me permettait d'être en région parisienne, c'était à Versailles. C'était au camp de Satouri à Versailles. Et je me suis dit, en même temps, c'est un peu la seule solution. J'avais pas de contact à Paris, j'avais pas j'étais sans le sou. Donc voilà, donc j'ai suivi ses conseils, j'ai fait une audition là-bas en arrivant, et puis ça s'est bien passé. Enfin bon, c'était 2-3 marches militaires à jouer comme ça, c'était pas compliqué. Et puis voilà, je suis rentré donc cette musique, la musique principale des troupes de marine. C'est une musique d'armée de terre, mais elle a ce nom-là. Et donc j'ai fait mes 2 ans, et je savais que je ne voulais pas faire au-delà de 2 ans. Et ce que j'ai fait mes 2 ans, puis après j'ai continué à Paris. Mais je connaissais bien Paris maintenant, depuis 2 ans, j'y allais toutes les semaines, donc je connaissais bien. Donc tu jouais dans cet ensemble militaire, Ouais. Et à côté tu étais au conservatoire. Exactement. C'est ça. Ouais. Mais c'était très cool, hein. C'était, le matin, c'était répétition orchestre d'harmonie, et s'il n'y avait pas de ce qu'on appelle des services, c'est-à-dire des services patriotiques, le 11 novembre, le 8 mai, tout ça, on était en civil à midi, et puis on vaquait à nos occupations, donc c'était vraiment très 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 chouette. Très très chouette, et puis voilà, oui, c'était malgré tout assez intéressant, au niveau comment dire, le côté militaire, c'est bête à dire, mais ça m'a appris pas mal de trucs quand même, sur la rigueur, sur le être à l'heure, tout ça, voilà, c'était assez marrant. Et donc parallèlement, c'est là où tu découvres en fait l'improvisation, qu'on peut faire autrement avec ton instrument. Tu te prends un peu une claque, quoi. C'est un peu ce que je comprends. Alors c'est exactement en fait en même temps, parce que l'année où je suis parti à Paris, c'était en juin, à Versailles, c'était en juin 92, et cette même année-là, j'étais donc à Malherbe, et on avait monté avec Pierre Millet, Gaël Aurelou, là je cite des noms de gens connus, en tout cas dans le milieu du jazz, et on avait monté un groupe de lycée, et oui, donc on va revenir un peu à la base, mais on faisait des reprises de Herbie Hancock, mais l'époque funk d'Herbie Hancock, les Headhunters et compagnie, plutôt instrumentale, et comment dirais-je, donc voilà, on se met à répéter, ça commence à tourner un peu, et puis on voit passer un truc, les jeunesses musicales de France, il y avait un concours comme ça, donc il fallait être que étudiants, donc dans notre groupe, tout le monde n'était pas étudiant, il y avait des adultes. Donc on décide de monter le groupe avec d'autres gens de Saint-Lô. Donc il y avait mon frère à la basse, il y avait Renaud à la guitare, Renaud Brousson qui était prof à l'école de musique ici. Et voilà, et ce qui est devenu ce groupe, la première composition s'appelait AB, c'était Gaël Aurelou qui l'avait composé. Et ça voulait dire anti-balade, parce que c'est un mec qui aime bien la musique speed. Et donc, il a donc... l'intervieweur nous demande comment s'appelle le groupe, et en fait on a dit AB parce qu'on n'avait que ça sous la main. Et c'est devenu ce groupe qui a duré 10 ans. Et tout ça, ça part du lycée, quoi. Ça part du lycée, exactement. Et c'était en même temps que mon arrivée à l'armée, effectivement. Je retourne à Paris. Qu'est-ce qui t'a fait changer, ou en tout cas, qu'est-ce qui a été crucial? Parce que tu dis que tu as été dans des clubs, tu as vu des jams, etc. Et puis, qu'est-ce qui a fait que tu t'es dit, ça me plaît, j'ai envie d'aller là-dedans? J'ai envie de faire ça. L'ambiance, tout le rapport humain, c'était simple, c'était pas du tout la rigueur du classique, c'était vraiment fun en fait. Très fun. Et à partir du moment où tu as vu ça, tu t'es dit, ok, j'ai envie de faire ça, qu'est-ce que tu as mis en place? Comment tu as trouvé des opportunités pour
Un, pour changer peut-être ton jeu ou faire évoluer ton jeu, et puis deux, pour trouver des groupes et des personnes qui t'emmènent. C'est exactement ça, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas de réseaux sociaux, il y avait pas on n'avait même pas les portables, je crois. Enfin, donc c'était vraiment que du réseau. Tu arrivais avec ton petit carnet, tu allais faire les jams, putain, mais tu joues super et tout, c'est quoi ton nom, clac, clac, clac. Et ça notait sur les carnets, donc on notait le numéro de téléphone, qui était souvent des fixes. Et puis on se rappelait, et puis je sais que un des premiers groupes dans lequel j'étais embauché, c'est un groupe de reggae qui s'appelait Exode. On a fait vachement de dates ensemble, tu vois. Et puis bon, voilà, je commence à faire mes premiers petits cachets, tout ça. Ça s'est fait tout seul, en fait. Mais c'est vraiment un truc de réseau qui a duré même sur le long terme, parce que de toute façon, ce métier de musicien, encore maintenant, c'est vraiment un métier de réseau. Et alors, est-ce que les réseaux sociaux, en tout cas, aident à ça? En tout cas, à l'époque, on se démerdait sans, ça marchait super, ouais. Vraiment. Le moment un peu décisif, pour les personnes qui connaissent pas du tout le milieu de la musique ou comment ça fonctionne, en fait, l'idée du jam, c'est que tu viens et tu joues en fait avec les musiciens qui sont là. Ouais, c'est ça. Voilà, t'arrives et puis généralement on décide d'un morceau qu'on connaît un peu tous, quoi. Donc ça peut être, je sais pas, Watermelon Man d'Herbie Hancock, ça peut être The Chicken de Jaco Pastorius. Enfin, ça, c'est des thèmes un peu des standards maintenant dans ce milieu-là. Et voilà, donc on joue le thème, et puis il y a toujours un moment d'improvisation, effectivement, tiens, vas-y, c'est au sax, au trombone, et voilà. Et puis on se jette dans le grand bain, et puis rouler jeunesse, quoi. Et puis là, ah ouais, putain, c'est bien. Voilà. Et puis, ça veut dire que ça se joue sur le moment de l'improvisation ? L'aspect, on accroche avec ce musicien-là ou pas ? Non, ça joue globalement. Enfin, toi, si t'as un bon son, si l'énergie, ça, je pense que c'est un petit peu un ensemble, en fait. C'est un ensemble, effectivement. Puis bon, faut dire aussi que moi, j'arrivais avec mon trombone. Dans une jam, t'avais toujours 10 sax, t'avais 5 trompettistes, t'avais un ou deux trombones. Enfin, on est quand même un peu moins. On est plus nombreux maintenant, mais à l'époque, on n'était pas très très nombreux. Moi, je suis arrivé à Paris, il y avait des gars comme Daniel Zimmerman, Michael Joussin, enfin, qui sont toujours là, qui sont des merveilleux trombonistes que je respecte parce qu'ils ont une carrière beaucoup plus jazz aussi, toi, mais effectivement, c'était un peu plus facile aussi en tant que tromboniste. Mais bon, j'étais lecteur parce que j'avais quand même une bonne technique, j'avais mon petit bagage de classique derrière moi, donc voilà, c'était au niveau technique, ça allait bien. Donc oui, non, c'était assez easy de trouver des compagnons et des petits contrats. Si j'entends bien, le classique, ça te permet d'avoir ta base technique. Ouais. Et après, le son, le groove, là, comment ça se travaille, ça ? Ah bah ça, c'est en écoutant aussi, hein, justement, des musiciens comme Fred Wesley. Enfin, moi, j'ai beaucoup écouté Maceo Parker, James Brown. Enfin, c'est vraiment ma cam, c'est la black music, quoi. C'est la musique afro-américaine. Et dès leur cas des cuivres. Donc effectivement, voilà, tu écoutes un gars, tu essaies de le reproduire un peu, pas de l'imiter parce qu'il faut garder sa personnalité, mais ouais, non, c'est vrai qu'un mec comme Fred Wesley, puis à l'époque on achetait les disques parce que maintenant c'est easy d'aller trouver de la musique, mais à l'époque il fallait aller à la Fnac et ouais, c'était. Donc t'avais la pépite quand tu acheté le disque, t'étais là, ouais, super, t'écoutais, puis t'essayais de refaire. Donc toi t'étais comme ça, tu écoutais et tu faisais des arrêts, tu reprenais les choses. Ouais. Bah, dans les musiques improvisées, c'est vachement ça. C'est vachement ça quand les peu de cours que j'ai pris à Saint-Lô en jazz avec Jean-Pierre Ravieux que j'adore, il disait voilà, le jazz c'est 30% de pratique et 70% d'écoute. Ce qu'on appelle relever des chorus, c'est-à-dire t'écris carrément le chorus que fait le gars et t'essaies de le rejouer. Enfin voilà, c'est toujours actuel. Il n'y a pas de secret. Donc tu t'entraînais à rejouer des improvisations ? Ouais, c'est vrai, ouais, carrément. Je crois qu'on avait même fait un thème avec AB qui était tiré d'un chorus, un solo de Fred Wesley. On avait pris une phrase qu'on adorait et qu'on avait fait transformer en thème, en fait. Là, tu étais parti globalement à Paris. Oui. Tu avais, entre guillemets, une sécurité avec l'ensemble militaire. Voilà. Tout à fait. Et ça te permettait d'avoir une certaine liberté aussi à côté d'action pour commencer à voir où est-ce que tu allais pouvoir travailler par la suite. Et le moment où ça s'arrête au niveau de l'ensemble militaire, tu dis, OK, je fais 2 ans. Et après, derrière, il n'y a rien. Ou en tout cas, il n'y a pas de sécurité. Non, mais c'est sûr. Mais t'as bien étudié le dossier, dis donc. Parce que, alors effectivement, non seulement il n'y a rien, mais non seulement pendant 2 ans, j'étais quand même payé. Ouais. Pas cher, parce que je suis resté au grade le plus bas, ça doit être première classe. Pourtant, j'étais ultra sérieux. Franchement, vraiment, il y en a qui me connaissent, qui vont peut-être rigoler, mais j'étais plutôt un mec, je fais pas de bruit, quoi. Ça roule.
Mais je suis resté malgré tout. J'avais des mecs qui passaient machin, caporal, tout ça. Bon, ça m'intéressait pas, sauf les thunes, c'est bien, c'est mieux. Et donc j'étais payé, je crois, à l'époque, 6 000 francs. Alors 6 000 francs, ça fait quoi en euros, ça? À peine 1000. Ouais, c'est ça. Ouais. C'était pas dégueu. Parce que nourri, logé, blanchi, tu vois, t'avais pas de loyer, donc c'était 1000 dans la poche. Sauf que, sachant que j'allais faire 2 ans, j'ai pas eu l'idée de mettre un copec de côté. Donc effectivement, je suis sorti de là. Bon, ma mère, qu'est-ce que je fais? Pas de thune pour prendre un appart. Enfin, c'était bizarre. C'était en juin 94, Ah oui, c'est vrai, oui. pardon, 20e siècle. 20e siècle. Oui, non, j'ai fermé de 92 à 94, c'est ça. Et là, j'appelle un copain qui était à Paris, qui vivait à Paris, pour passer l'été chez lui, pour qui m'héberge. Et puis voilà, ça se passe super bien. Juillet et août, ça se passe super. Cet ami, c'est Pierre Mérimée, c'est un photographe émérite. Et donc, arrivé en septembre, il me dit ouais, ça te dirait qu'on prenne un appart, parce qu'il avait une petite piole, un petit studio. Je dis bah ouais, ça me dirait bien qu'on prenne un appart. Et puis du coup, moi, il s'en occupe. Il me dit je m'en occupe, j'ai l'habitude, tout ça. Et puis là, il trouve un super truc, pas loin de la gare de l'Est, en haut du boulevard Sébastopol, du boulevard de Strasbourg, pardon. Et un truc sous Combe qui était vraiment chouette, ultra charmant. Et puis voilà, donc ok, super, mais je me pose toujours pas la question de comment j'ai financé ça, quoi. Et sa maman, qui habite à Saint-Lô, croise ma mère au supermarché. Elle dit ah bah c'est super, donc Pierre et Vincent vont s'installer ensemble. Bon, puis ma mère, la connaissant, elle n'a pas dû se débiner, elle dit ah oui, ah bah oui, voilà. Et puis direct, elle rentre à la maison, un coup de fil, il n'y a pas de portable, donc je vais être chez moi. Oui, Vincent, bon, qu'est-ce que c'est cette histoire d'appartement à Paris, nanana. Je dis ah oui, moi tout, ouais. Oui, parce que avec Pierre, oui, mais bon. Donc voilà, mes parents m'invitent à rentrer ce week-end-là pour qu'on en parle, qu'on en discute. Et puis voilà, donc c'est parti comme ça. J'ai quand même fait un emprunt étudiant pour subvenir à toutes ces charges, même si mes parents m'ont bien aidé. Puis mes parents surtout m'ont toujours poussé à vouloir faire ce que je voulais, en tout cas de cette vie de musicien. Enfin, ils m'ont toujours poussé, ça je mettais un frein, ils ont été complètement précieux et merveilleux par rapport à ça, par rapport à tout d'ailleurs. Donc, il y a cette phase-là, déjà, bon, les problèmes sont résolus. Ouais. Et après, derrière, avec tous les jams que tu as pu faire, les contacts que tu avais, comment ça a pris forme de se lancer dans des groupes, dans une aventure? Oui. Parce que, là, c'est le début de ta carrière à ce moment-là. C'est le début, effectivement. Bon, ça y est, je suis à Paris, on va plus déconner maintenant. Alors, on va dans les clubs. Bon, dans les clubs, tu déconnes un petit peu quand même. Et puis en même temps, en parallèle, il y a toujours ce groupe AB Sextet, voilà, qui s'est monté en 92. Et puis là, on est donc en 94. Donc ça roule. Je commence à faire mes premiers petits contrats avec des groupes. Ça paye un petit peu au black comme ça, tout ça. Bon, voilà, il fait que je rembourse mon emprunt étudiant. Voilà, de fil en aiguille, ça y est, ça commence à monter. Et puis AB aussi, on commence à faire des dates sur les festivals, sur Jazz les Pommiers, sur Rock Saint-Brieuc. Enfin, on commence à faire des belles scènes. Et donc là, on passe ces étapes. Surtout en 97, en fait, là, on va arriver au moment où je deviens intermittent. Alors, l'intermittence du spectacle, pour les musiciens, c'est un peu le Graal. C'est-à-dire que c'est un peu le truc où tu deviens professionnel, même si tu peux être professionnel avant. Mais voilà, c'est le truc. Et ça y est, t'es payé pour être musicien. C'est quand même... voilà. Enfin, t'es payé. Et donc, en 97, le siècle du Dr Paradis, qui était basé dans la région de Caen, avec Jean-Christophe Hervette à sa tête, vient nous voir en répétition de TAKB et nous demande si on ne veut pas signer la musique de leur prochain spectacle. Mais c'était compliqué parce que le spectacle devait avoir lieu 3 semaines après. C'était très très court et en plus il y avait beaucoup d'artistes et il fallait une musique par tableau. Enfin, c'était... Donc voilà, donc effectivement, il nous promet, il dit après ça il y aura une tournée, l'intermittence évidemment. Et en fait, ils étaient gourds parce qu'ils avaient filé la musique ils avaient donné la musique à faire à Jean-Yves D'Angelo, qui est un super arrangeur, qui est le musicien de Jonas, Eddie Mitchell, tout ça. Sauf que ce qu'il avait rendu, c'était à côté de la plaque, ça leur convenait pas du tout. Donc on s'est prêté au jeu, on n'avait pas beaucoup de temps de réflexion, on était tous dans la musique, mon frangin filait des cours, enfin voilà.
Moi, j'étais à Paris et voilà, on s'est lancé dans l'aventure de cette création musicale qui avait rien à voir avec ce qu'on faisait à KB. C'était beaucoup plus jazzy, beaucoup plus même rock des fois, parce qu'il y avait un gars qui performait, on leur demandait quel était leur goût musicaux, et enfin, on s'est collé au plus près de leur choix. C'était magnifique, c'était d'enfer. Et donc, challenge relevé, donc intermittence et blablabli, et blablabla, et voilà, professionnel, yes. Donc ça part d'un défi, 3 semaines Oui. pour composer, pour jouer, pour Ouais. présenter, et après derrière ça vous a assuré. Exactement, encore une bonne décision, effectivement. Ouais, tout à fait. Donc derrière il y a la tournée, puisque c'est ce qu'on vous avait, Oui. c'est ce qui avait été vendu. Exactement. Et une fois que ce projet-là il s'arrête, parce que en fait le problème pour les personnes qui connaissent pas du tout l'intermittence, le système de l'intermittence, c'est qu'il faut faire un nombre de dates, un nombre d'heures dans l'année, certains ont 10 mois maintenant, pour pouvoir avoir des indemnités de chômage qui permettent de compléter le salaire qu'on a dans l'année. Et aussi, surtout, financer le temps de création, de répétition, qui en général ne sont pas payés. Exactement. Voilà, précision. Donc, ce système de l'intermittence, ça fait que il faut chercher des dates, il faut trouver des dates. Quand on est jeune artiste et qu'on n'a pas encore toute une carrière derrière soi, en fait, faut aller chercher, faut trouver pour assurer à chaque fois ce statut-là. Donc, une fois que la tournée se termine, comment tu fais ? Eh bien oui, écoute, cette tournée, elle a duré quand même, enfin, c'était pas tous les mois, mais il y a eu quand même pas mal de dates, ça a bien duré une bonne année et demie même peut-être. Je crois qu'on a statué par le Festival du Cirque à la Villette, c'est sur les bords de l'Ourcq, dans le parc de la Villette. On est resté 1 mois et demi. C'est là où d'ailleurs j'ai rencontré ma compagne. Voilà. Et effectivement, quand ça s'arrête, c'est plus la même quoi qu'on dit, la même moutarde. Non, c'est là tu dis bon, oui, on va passer par où là. Mais quoi qu'il en soit, j'étais à Paris. Et voilà, je commençais à jouer. Je jouais pas mal aussi. Avec les Antillais, avec un groupe qui s'appelle La Mafia, Michel Cabrimol, sur un chanteur. J'ai toujours des potes qui jouent avec lui. Il me demande toujours tous les étés, mais tous les étés, moi, je suis bien pris. Donc, mais donc, voilà, on faisait des grosses sessions aux Antilles, beaucoup Martinique, beaucoup Guadeloupe. Et c'était sur des longs moments, c'était des fois de 3-4 mois. Ouais, donc c'était cool. En 95, moi, c'était mes premières tournées, vraiment, où je prenais l'avion pour aller jouer. C'était ça aussi, c'est une symbolique. C'est un truc, waouh, ça y est, j'ai réussi. Et donc avec Jean-Michel, ça durait jusqu'à 2000 quasiment. Enfin, ouais, c'était tous les ans, on jouait beaucoup là-bas. Sauf que bon, voilà, t'es intermittent, oui, ça déclarait pas toujours. Donc, ouais, si ça avait déclaré, j'aurais de l'intermittence, ça l'aurait fait. Bon. Après, j'ai réussi à la revoir, je sais plus pas par quel biais. Et puis voilà, en 2000, toujours à Paris, un ami me demande, ouais, Vincent, est-ce que tu serais dispo pour me remplacer je sais pas si tu connais, il me dit, c'est Alpha Blondy. Je dis, bah oui, je connais Alpha Blondy. Il y avait une boîte que les Saint-Lois jeunes connaîtraient pas, c'était le Must. On dansait sur Alpha Blondy, quoi, Sweet Fantasiero et compagnie. Donc j'ai dit, ouais, je suis comme un môme, je dis, waouh, mais Alpha Blondy, moi, ouais. Donc je valide. Et puis voilà, pendant 1 an, j'ai remplacé comme ça sur différentes dates. Jusqu'au jour où Alpha sorti de ça, il dit ouais, je veux qu'on se réunisse à l'hôtel, machin, je voudrais qu'on discute de choses et d'autres. Et puis voilà, et puis finalement, de choses et d'autres, il y avait d'autres problèmes. Et puis il arrive le sujet trombone où il dit bon bah Vincent, il m'appelait Leblond. Leblond, tu vois, voilà, moi j'aime comme tu joues, clac, donc dorénavant, je voudrais que tu sois mon tromboniste. Truc qui te met un peu le cul entre deux chaises parce que tu remplaces un pote, là, c'est quand même la patate chaude. Donc j'ai dit, ouais, non, attends, moi, Alpha, puis en plus c'était l'été, moi j'avais des dates avec AB, j'avais un bon petit calendrier à ce moment-là. Et je dis, ouais, Alpha, ça va être compliqué, et puis mon pote Simon, je vais pas lui faire un truc comme ça, quoi. Et puis le chef d'orchestre dit à Alpha, écoute, on a deux super trombonistes, ils peuvent sans problème se partager le calendrier, quoi. Et Alpha dit, écoute Mao, le dossier Simon est clos. Et bon, quand Alpha dit ça, je l'ai appris après, mais quand il dit voilà une phrase comme ça, c'est bon, il faut pas insister. Et donc voilà, donc je suis devenu titulaire bien malgré moi d'une manière que j'ai pas trop assumé. Et mais bon, après voilà, il s'en est suivi 12 ans de bons yeux au service à travers le monde entier. Ouais, c'était quand même une belle épopée.
Avant d'être le blond chez Bondy, tu as eu ce moment où tu n'as pas eu ton statut. J'imagine qu'il y a eu un petit peu de peur aussi, de doute. La question est un peu plus générale. C'est est-ce que tu as toujours un doute ou une peur que ça s'arrête à un moment? Alors non, hormis l'âge, enfin voilà, quand j'aurai un âge avancé où j'aurai plus de souffle, où j'aurai plus de dents, voilà, peut-être le physique fera que, mais non, plus maintenant, enfin. Et puis, alors si j'ai eu cette peur quand Alpha s'est arrêté, parce que ça s'est arrêté de manière un petit peu violente, où voilà, on s'est fait un petit peu licencier, on était une dizaine de musiciens. Il y en a qui ont attrapé leur cause. Moi, j'avais 40 balais, j'ai dit bon, c'est maintenant. S'il me donne l'opportunité de sortir de là, parce qu'on me demandait, mais tu vas faire quoi après Alpha? Puis Alpha, bon, il n'était pas tout jeune déjà à l'époque, donc c'était le moment. Et effectivement, à ce moment-là, j'ai un peu flippé, parce que bon, il fallait assurer ses arrières. Les gens, ils savent que tu es avec Alpha, ils t'appellent moins, parce que logique. Quand tu proposes du travail à quelqu'un, autant faire profiter quelqu'un qui bosse un peu moins. C'est comme ça que ça marche. Et puis, finalement, effectivement, je me suis retrouvé à faire des marchés de Noël en fanfare, tout ça. C'est pas que j'aime pas, mais c'est vrai que bon, ça caille, quoi. Mais c'est chouette, c'est une super école. J'avais fait pas mal de fanfares, de brass band. Donc je revenais un petit peu comme ça à mes sources. Et finalement, même 12 ans après, toi, je te parlais tout à l'heure de réseaux, c'est ce même réseau. J'ai rappelé 2-3 personnes, dont Bertrand Lusignan, un très bon ami qui est tromboniste chez Véronique Sanson, qu'on a pu voir au Festival Les Rendez-vous Soniques. Et puis voilà, deux, trois bons potes comme ça mais t'inquiète pas, Vincent, c'est cool, on sait que t'es dispo. Et puis c'est reparti comme ça, ce fameux réseau qui est de 12 ans, quoi. Donc voilà, c'est reparti. J'ai eu cette année un peu creuse, enfin un peu de flip. Il y avait même des gens qui disaient mais tu vas faire quoi? mais Alpha, mais tu vas faire quoi après Alpha? Enfin oui, mais je reste tromboniste et musicien, donc ouais, c'était enfin angoissant, un peu tendu. Puis finalement après j'ai vite compris que donc maintenant j'ai plus de doute par rapport à ça. J'ai plus de doute. Je sais que je fais partie un peu des murs des trombonistes, voilà, entre guillemets solides. Attention, hein, j'ai pas les chevilles qui enflent, mais voilà, c'est acquis. Justement, alors, sur cette aventure avec Alpha Blondy, pendant 12 ans, c'était vraiment exclusivement avec le groupe. C'est 12 ans de tournée, 12 ans de dates exclusives, c'est ça? Exclusive, c'est-à-dire que quand on ne tournait pas, je pouvais aller ailleurs, je peux jouer ailleurs, je peux faire du studio ailleurs. Mais effectivement, c'est un peu ce qu'a puni mon pote Simon, c'est qu'il s'était fait remplacer pour aller jouer avec un autre artiste, qui était à l'époque Sergent Garcia, qui commençait à décoller à pleine balle. Et effectivement, il fallait pas que... Les seuls moments où je me faisais remplacer, moi, c'était l'été, parce que j'ai toujours donné une fenêtre à ma famille, et donc en vacances. Et je pouvais être en vacances, je sais pas où, dans le Larzac. Il m'appelait, il m'a dit ah, Leblanc, mais tu es où? Et donc je dis je suis en vacances, je suis en famille. Machin. Ah bon, d'accord, bonnes vacances. Et voilà, mais j'aurais pu lui dire ça, mais si j'étais avec Yannick Noah. Mais voilà, non, c'est vrai que Alpha, il était. Voilà, on avait un deal, fallait être avec lui sur toutes les dates. Voilà. Mais il n'empêchait pas d'aller voir ailleurs. Mais là, pendant toute cette période, j'imagine c'est assez fou aussi, enfin encore aujourd'hui, hein, mais tu pars au départ du lycée Malherbe, tu fais quelques dates à droite à gauche, et finalement tu te retrouves à jouer partout dans le monde, dans des salles de fous furieux, dans des ambiances de fous furieux aussi. Toi, comment tu le ressens ça? C'est-à-dire que au départ c'est une espèce de rêve, quoi. Et finalement tu le vis, quoi. Ouais, non, mais c'est vrai, c'est vrai. Et puis en plus, c'est non seulement un rêve, et puis c'est même dans le métier de musicien, comme ça, Simon, enfin, c'est assez rare un artiste comme Alpha Blondy qui fait le tour du monde. C'est vraiment une star planétaire. On n'a jamais fait une date en Asie, bon, ça représente comme une grosse surface de la planète, mais je veux dire par là, c'est pas qu'un artiste francophone qui va jouer en Belgique, Suisse, France et peut-être éventuellement Canada. Alpha, c'était partout dans le monde, Amérique du Sud, Afrique évidemment, nord de l'Europe. Ouais, c'était dingue. C'était vraiment dingue. Avec que des jauges, c'était que des gros stades, au Brésil, c'était je sais pas, des jauges à 40 000, comme les vieilles charrues. Enfin, c'était démesuré. Et effectivement, quand ça t'arrive que c'était en 2000, donc j'avais 27 ans.
je suis pas un gamin, mais c'est quand même assez jeune. Et ça dure 12 ans, bon bah ouais, alors tu perds sûrement des points de vie quand même, parce que tu t'épargnes pas non plus. Mais non, qu'est-ce que c'était incroyable, c'était fou. Ouais, j'ai dû éclater 5-6 passeports en 12 ans, quoi. Faut le remplir un passeport quand même, tu vois, donc ouais, mais c'était... Qu'est-ce qui te fait tenir, en tout cas, qu'est-ce que tu cherches aujourd'hui dans des projets musicaux? Parce que je te vois, tu as deux formations avec lesquelles tu travailles, et puis beaucoup de collaborations, ne serait-ce que pour du studio, aussi pour des lives, on t'invite, voilà. À Jazz, je t'ai vu avec Antiloupe, voilà. Il y a un aspect... où est-ce que tu vas t'investir? Pourquoi tu vas t'investir auprès de certaines formations, auprès de certaines personnes? Bah, parce que tout simplement, c'est toujours sympa de relever un peu le challenge, quoi, tu vois. Et effectivement, par exemple, avec Antilou, c'était pas une musique très très facile, surtout au trombone. Donc je dis, allez, vas-y, j'écoute les trucs, je dis, bah, c'est bon, on y va, on le fait, et puis adviendra qu'adviendra. Mais bah ouais, et puis moi, ça me manque, rien ne m'empêche de le faire, mais toi, j'ai eu AB Sextat, après j'avais monté avec mon frère un groupe qui s'appelle Vega, qui était avec une semi-équipe de la région et des musiciens de Paris. Et c'était super, c'était un truc instrumental un peu énervé à Roy Hargrove, pour ceux qui connaissent son groupe RH Factor. Et ce groupe, il a quand même duré 6 ans aussi, quoi. Donc je suis passé par là, moi, en tant que leader d'un groupe. Ce que beaucoup de collègues, enfin, j'aime pas ce mot-là, mais que beaucoup de potes n'ont pas, qu'ils jouent très bien, mais ça reste que des sideman, et ils vont jouer partout, et ils n'ont pas ce background. Et du coup, je pense que c'est aussi pour ça que j'ai une certaine... comment dire, une attitude sur scène aussi, parce que j'étais habitué à ça, j'étais un petit peu le leader, donc voilà. Mais c'est vrai que ça me manque des fois, de refaire un truc, mais après je vois le chemin qu'il faut maintenant quand tu montes un groupe, je baisse les bras d'avance, quoi, c'est ça qui est dommage. En fait, j'ai rarement, voire jamais refusé quel plan qu'on m'ait proposé. Le seul que j'ai refusé, il n'y a pas si longtemps d'ailleurs, c'était il y a 5 ans, c'était au tout début. C'est un groupe qui s'appelle 3 Cafés Gourmands. On m'a proposé ça, et c'était au début de leur grosse tournée, enfin ils tournaient des salles, et puis après le gars d'après me dit ouais, après ça part en zénith, tout ça, et bon. Et puis surtout, ma fille me dit, elle avait quel âge à l'époque? Parce qu'elle a 14 ans maintenant, elle devait avoir 10 ans, je sais pas. Et elle me dit ah non papa, non, s'il te plaît, ne va pas jouer avec eux, c'est horrible cette musique. Voilà, donc voilà, je crois que c'est vraiment le seul truc que j'ai refusé, parce que je suis passé moi, par le baluche aussi, je faisais pas mal de balles, avec notamment Emilio Corfa, qui est bien connu en Normandie. Enfin voilà, des mecs, ils hallucinaient. Des fois, je rentrais du Brésil, le lendemain, j'étais avec Emilio au bal des chasseurs à Saint-Thierry-du-Harcouët, quoi. Tu vois, c'était ça. Et en même temps, c'est ce qui m'a aussi permis de jamais avoir de péter les plombs, de rester un peu comme ça sur terre et pas de prendre le melon, voilà quoi. Mais effectivement, non, j'ai rarement refusé de trucs. Donc quand on me propose ça, j'ai tendance à dire oui, des fois aveuglément, mais non, ça va, c'est bien. Ce que j'entends aussi, c'est l'aspect challenge. T'aimes bien aller un peu au-delà de tes limites, ou en tout cas trouver un apport. Ouais, c'est ça, parce que c'est excitant, ça te fait aussi sortir de ta zone de confort. Enfin, tu vois, parce qu'avec Electrolux, Electro, c'est vraiment le groupe que j'écoute depuis très longtemps. C'est un groupe très, très musical, musicien. Et en même temps, c'est un groupe de dingue, mais c'est très exigeant. Enfin, ça joue beaucoup. C'est un set qui est très, très sportif. Il faut être plutôt en forme. Si tu passes une semaine de vacances avant, là, tu finis pas le match, quoi, tu vois. Donc, et donc, c'est une fierté de jouer avec les gars, parce que c'est un groupe de référence dans ce domaine-là, enfin, instrumentalement, voilà. Donc voilà, c'est des challenges comme ça. Et, pareil, toi, Bertrand Lusignan, dont je parlais tout à l'heure, m'avait proposé un remplacement dans le groupe C2C à l'époque. Je sais pas, un coup de crosse, C2C, avec leur titre génialissime. Et les trucs, il n'y avait pas de répète. C'était pour 2 dates, c'était Jazz à Nice et puis au Main Square Festival à Arras. On commençait par Arras. On jouait. Ce Sting jouait avant nous, pour dire. Hein, tu vois. Et là, la scène, il y avait tout un protocole. On montait en haut à tel timing, machin. Enfin, c'était ultra impressionnant, sans répète. Et je sais que les gars m'ont dit écoute, Vince, au-delà du fait que tu joues bien quand c'est machin, on sait que, avec Alpha, on sait qu'une jauge comme ça va pas t'impressionner. Donc voilà, c'est vrai que ce challenge, je l'ai relevé. J'aurais pu dire non, je flippe, non, j'y arrive pas, enfin, tu vois. Et puis non, je l'ai fait, et puis bon, je l'ai plutôt pas mal fait, voilà. Non, ouais.
Il y a l'expérience. Oui, il y a l'expérience. Ouais. Non, c'est vrai qu'Alpha m'a au moins apporté ça. Parce qu'on me dit, ouais, Alpha, ça va te brancher sur des trucs, machin. Non, pas tant que ça, finalement. Mais au moins, voilà, sur ce potentiel de pouvoir jauger, enfin, de pas te flipper devant une. Mais de toute façon, moi, je suis moins flippé devant une jauge à 5000 et au-delà qu'un petit club où tu vois les gens dans les yeux, quoi, tu vois. Je me rappelle, j'avais fait le Mini-Fest à Caen, c'est un petit festival de jazz où tu joues au Camino, assez tout petit, et t'as les gens, limite, ils touchent ta coulisse. Et là, t'as le truiomètre à zéro parce que tu sais que tu envoies le son direct dans la tronche, quoi. Ça, c'est impressionnant. Vincent Aubert en tournée, c'est à peu près un tiers de l'année. C'est à peu près ça. C'est une grosse centaine de dates par an. Une séquence dans ce podcast, c'est que je demande à nos auditeurs de fermer les yeux. Il va y avoir une musique qui va arriver. Et Vincent, je vais te demander de nous décrire Vincent Aubert, son quotidien en tournée. On est avec toi, on ferme les yeux. Et si tu peux nous raconter, on est où, il se passe quoi? Alors le plus représentatif dans une tournée, on va dire que c'est de prendre le tourbus, vous savez, c'est ces gros bus souvent noirs qu'on voit au cul des salles. Donc là on part, on est porte de Bercy à Paris, rendez-vous à minuit, c'est souvent l'horaire de départ des bus. Puis on va dire qu'on va faire un bon routing, on est sur Toulouse, donc il y a 12 heures de route. Donc là voilà, on monte, on part, le tourbus, c'est un tourbus aménagé avec les couchettes en haut, et le salon cuisine en bas, les frigos sont souvent achalandés. Donc voilà, on commence à boire des coups, on fume des cigarettes, souvent fumées avec le chauffeur devant. Parce que c'est pas, voilà. Et puis au bout d'une certaine heure, souvent tardive, on va se coucher. Et le matin, on arrive, on se réveille, on est déjà à la salle. Le bus est tanké, comme on dit, c'est-à-dire qu'il est parqué. Et puis là, donc on se lève, on va prendre le petit déj dans la salle, dans les catering, comme on appelle ça. Et donc là, salut les gars, Et puis ensuite, midi, tout ça, ça se passe. Enfin, ça c'est le petit matin. Donc après, tu glandes, hein, tu regardes tes séries, tu fais des partitions, tu t'occupes. Ensuite, midi, bon, 13h, on va manger. Là, on mange, clac. Après, si le temps le permet, tu peux aller faire ce que tu veux, aller au cinoche, parce que les balances souvent. Là, on est sur du 17h. Concert à 20h30, 21h. Donc là, t'as entre 13h et 17h, t'es peinard. Dans le sud, on était faire du karting, par exemple. Tu vois, on s'occupe. Et donc, voilà, 17h balance. Une balance qui est souvent rapide, parce que on est habitué, le son coco. Si tout marche bien, voilà, 17h. 18h, bon, ben, apéro. Voilà, apéro. On prend l'apéro. Pas trop, parce qu'il y en a un concert assuré. Généralement, on mange avant le concert. Moi, j'aime bien manger après parce que dîner à 19h pour un concert à 20h30, c'est un peu court. Moi, j'aime pas jouer le ventre tendu. Donc voilà, si on peut dîner après, c'est mieux. Et voilà, donc le concert se fait, clac, on finit, on va dans le public parce qu'il y a du merchandising. Donc on fait partie de ces musiciens qui se déplacent pour aller à la rencontre du public. Et puis voilà, blablabla. Alors des fois, t'as pas envie de parler, hein, mais bon, il faut se prêter au jeu. Après, on n'est pas obligé d'y aller. Et puis, pendant que les techniciens de nos tournées, parce qu'on a notre propre matos, ils démontent tout ça, clac, ça va dans la remorque du bus. Et généralement, à 1h, on repart vers notre destination. Et c'est comme ça tous les jours. Voilà. C'était une journée en tournée avec toi. Exactement. Je le disais en introduction, il y a l'aspect dans ton parcours camaraderie ou en tout cas ambiance de groupe, parce que tu joues pas tout seul. Et j'ai l'impression que c'est quand même un facteur crucial pour déjà pour la musique et puis deux pour se sentir bien en fait dans la vie entre guillemets, en tout cas dans la vie de musicien quoi. Ça prend quelle place pour toi ça? Ah bah écoute, c'est primordial. Moi, j'ai toujours réagi en termes de section, c'est une section minimum, enfin, genre dans Malted Milk, on n'est que 2, on est trombone trompette, mais j'ai une section de base, c'est 3, c'est trombone, sax, trompette. Et ce qui déjà nous met à 3, donc on est rarement seul. Et non, effectivement, oui, je sais pas, comme tu dis, la camaraderie, l'ambiance, l'amitié. J'ai jamais rencontré de formation où j'étais avec des mecs relous, des filles gnangnan, tu vois.
Donc, et puis voilà, puis moi j'ai un peu cette réputation, je suis un mec assez facile en fait, je suis un bon camarade, c'est assez drôle, toujours un peu déconneur. Et donc voilà, ça détend toujours l'atmosphère. Mais ouais, pour moi c'est primordial. J'aurais du mal à faire une tournée à minima. Enfin, toi par exemple, quand j'ai joué à Jao Salva, je suis tout seul au trombone, mais c'est cool parce que les gars, on est ensemble quand même. Quoi, mais j'aime bien moi, quand même les grosses formations. Ouais. Et, plus on est, plus on rit, j'ai l'impression. Voilà. Après, il faut avoir le caractère aussi pour supporter finalement une vie de groupe ou de tournée pendant beaucoup de temps. Ouais, c'est pas donné à tout le monde non plus. Ah non, c'est sûr, mais après, comme on a tendance à dire, c'est un peu une deuxième famille. Et c'est vraiment le cas. Hein. Parce que nous tous, on est tous en notre famille à la maison. Et quand on la quitte, ben, on retrouve cette famille de potes. Enfin, ouais, et ça devient notre famille finalement. Alors, différentes, mais avec des histoires aussi, en fait. Enfin, avec des histoires de groupe, des trucs. Il n'y a pas toujours des moments faciles, c'est assez marrant. Ouais. C'est assez similaire. Parfois, sur une date, quand tu joues avec un groupe, parfois il peut y avoir des moments où ça joue moins bien. Comment ça se passe dans la gestion, justement, pour se reprendre, ou en tout cas pour dialoguer, pour communiquer dans un groupe, parce que on entend, il y a des fois des groupes qui splitent parce que justement ils manquent de communication, ils n'arrivent pas à résoudre leurs problèmes. Comment ça se passe, toi en tout cas, dans ta vie de musicien, les moments un petit peu tendus comme ça, comment ça a pu se passer pour rétablir les choses? Ah ouais, mais ouais, il y en a toujours. Et puis, alors c'est marrant, des fois, c'est d'ailleurs souvent le cas, on est des fois à avoir un concert, ou un peu fatigué, machin, où on voit le public un peu comme ça, on dit putain, on le sent pas, je le sens pas ce soir, machin. Et généralement, c'est souvent ce qui donne des meilleurs concerts. Je sais pas, parce que la fatigue, on est peut-être un peu plus concentré, ça donne un truc, une deuxième énergie qui s'installe, je sais pas trop. Des fois, quand t'es trop confiant, finalement, c'est peut-être pas là où t'es le mieux, peut-être le meilleur, parce que tu t'es un peu plus lâché et tu fais un peu moins gaffe. Mais quoi qu'il en soit, ouais, c'est dans l'histoire de groupe, hein, de toute façon. Et puis, moi-même le premier, hein, il y a des concerts que des fois, quand on dit je fous tout à côté, c'est-à-dire que je dois faire un ciblage, ça tape à côté, c'est ce qu'on appelle un pain, quoi. Il y a des concerts, et tu sais pas pourquoi, mais t'en as d'autres. Et puis, il y a une force mentale aussi à ce moment-là, c'est-à-dire que putain, hier, j'ai raté cette note-là, donc tu arrives dessus, si tu y penses, t'es mort. T'es quasiment sûr de la replomber, la note, quoi, tu vois. Il y a un côté comme ça, encore une fois, de challenge un petit peu à chaque fois, quand même, d'être meilleur qu'hier. Et, voilà. Mais après, ouais, c'est pas ça qui fait splitter les groupes, c'est plutôt l'humain qui fait splitter les groupes, j'ai l'impression. La mésentente humaine, enfin, toi, non, c'est pas parce que tu fais un mauvais concert que ça remet tout en cause. Pas du tout. Ma dernière question, en tout cas le dernier thème, ou je ne sais pas, le dernier axe, là pour le coup je me refais pas, moi je parle beaucoup d'improvisation. Ouais. Et qu'est-ce qui t'attire dans l'improvisation musicale? Ah bah c'est le grand saut, quoi. En fait, tu joues ton thème et tu sais qu'à un moment donné, voilà, que l'auditoire va être un peu que sur toi, et c'est ton moment, quoi. Et puis des fois, tu as des choses à dire intéressantes, puis des fois, tu es un peu, t'es un peu court. Moi, si tu veux, moi, je me considère pas comme souvent les instruments comme ça, les instruments avant, que ce soit le sax, la trompette, c'est ça que c'est souvent des instruments improvisateurs, mais beaucoup dans le jazz. Et dans le jazz, il peut y avoir des accords compliqués, tout ça. Donc moi, j'ai pas poussé mes études jazzistiques à ce point-là. Moi, comme je te disais tout à l'heure, je me suis arrêté à Fred Wesley, où c'est des gammes assez simples, sur des tonalités assez simples. Pardon. Et le groove avant tout. Et si tu veux, voilà, moi, quand on m'impose un truc un peu trop compliqué, là, je michetonnais, et puis je vais pas être... je préfère dire non, je passe mon tour, et voilà, plutôt qu'aller me viander, tu vois. Mais effectivement, après, quand tu te sens bien dans un impro, là, j'étais avec Tony Green la semaine dernière au Magic Mirror, c'est une chanteuse de Memphis qu'on avait accompagnée avec Melted Me, qu'on avait fait un album avec elle, puis ça, le projet avait duré 3 ans. Elle a refait un album à son nom, avec une équipe de musiciens plutôt régionaux de Caen. Et celui l'album est sans cuivre, mais des programmateurs ont demandé, la connaissant avec Melted Me, et qu'on demandait à ce qu'il y ait des cuivres dessus. Donc j'ai réécrit avec mon camarade Pierre-Marie Humeau, on a réécrit des arrangements pour le live. Et donc on avait fait une date en juin au Havre, le festival Mosaïque. Et là, on a refait la sortie de l'album au New Morning la semaine dernière avec Tony Green.
Et donc là, il y a un moment, il y a des solos qui n'étaient pas prévus. Et voilà, là, c'est l'extase. Enfin, c'est génial parce que tu es devant la scène, c'est un petit club, c'est New Morning. Enfin, tout se passe bien parce que tu es en confiance, parce que tu sais que bon, c'est une grille de blues. Enfin, toi, c'est cool, quoi. Mais c'est vrai que des fois, moi, j'entends des potes improviser qui sont bien plus jazzmen que moi. Je dis, putain, les salauds, ça assure bien. Voilà. Donc ça veut dire que pour improviser, pour être bien en improvisation, il y a plein de choses qui rentrent en ligne de compte. Complicité avec le groupe ou avec les autres musiciens. Tout à fait, ouais. La salle, comment elle est foutue. Le public. Ouais. Et en fonction de ça. Et tu dis aussi des choses à dire. Ça veut dire quoi, ça? Bah ouais, des choses à dire, je sais pas, c'est comme toi quand tu fais tes impros, enfin toi, faut avoir de la suite dans les idées, quoi. Tu vas pas rester sur la même note, enfin, tu vois, il faut ouvrir un peu le débat. Toi, tu as ce qu'on appelle une grille sur un morceau, ce qu'on appelle une grille entière, c'est comme si c'était un couplet, refrain couplet, par exemple, tu vois. Donc tu peux prendre 2 grilles, 3 grilles, 27 grilles si tu veux. Mais quand tu commences à t'engager, puis des fois, tu as pas envie de t'arrêter, puis là, tu te dis, merde, non, c'est la grille de trop, quoi, tu vois. Tiens, c'était pas mal ce que j'ai fait avant, là, j'ai plus rien à toi, voilà. Oui, c'est ça, l'improvisation, tu racontes une histoire, finalement, toi. Tu as un thème de base, et puis en fait, quand on apprend à improviser à l'instrument, tu tournes autour de la phrase, du thème, quoi, toi, et puis tu argumentes, tu mets d'autres notes, machin, et puis après, voilà, ça va beaucoup plus loin, mais à un moment donné, quand tu sais plus ce qu'était le thème, ça pourrait arrêter. Mais c'est intéressant cette notion d'avoir des choses à dire, et puis peut-être aussi de casser aussi ce qui est en train de se passer, oui. D'être en réaction au départ, et puis faire une proposition, tu as le droit aussi de la casser, ta proposition, pour repartir sur autre chose. Et ça, j'imagine que c'est beaucoup de travail. On parlait au tout début de l'entretien je réécoute des improvisations. Ouais. C'est sentir aussi comment les autres font. J'imagine que ça, c'est un travail aussi de tous les instants, quoi. Ah bah oui, c'est vrai, c'est vrai. Et puis des génies. Enfin, toi, tu peux, comme tu dis, tu peux casser le truc. Ça peut être rythmiquement, ça peut être en sortant de la tonalité, en faisant toi. Enfin, il y a plein de subterfuges comme ça qui sont waouh. Ah ouais, il a osé, mais ça le fait. Et ouais, effectivement. C'est vraiment, ouais, c'est. Parce que je pense pas que quand tu te lances dans une impro, Enfin, en tout cas, moi, ça marche pas comme ça chez moi, mais. Tu vois un peu le cheminement que tu vas faire, mais c'est pas élaboré, quoi. T'as pas un plan d'architecte de ton solo, quoi. Toi, tu y vas, là, tu fermes les yeux, et puis tu te laisses aller, quoi, tu vois. Donc c'est vraiment, ouais, c'est un saut dans l'inconnu, dans l'aventure. C'est assez marrant, qui est vachement court, en fait, finalement, mais tu donnes tout. Dernière question, attention, philosophie. Ouais. Oula. Est-ce que improviser, ou en tout cas dans ta pratique, est-ce que c'est aussi une marque de liberté? Est-ce que c'est pour toi dire, voilà, on ouvre quelque chose et regardez, on est libre, on vous donne aussi une liberté en tant qu'auditeur? Oui, alors, ça rejoint un peu ce qu'on disait à l'instant. C'est effectivement une marque de liberté si tu arrives à bien t'en sortir. Sinon, tu peux vite t'enfermer dans ton solo et là, tu te dis, tu sais, dans ta tête, tu te dis, oh putain, mais non, c'est pas ça que je voulais faire et là, je me sens Enfin, toi, tu te sens un peu seul. Effectivement, normalement, je pense que l'improvisation, c'est une grande part de liberté. Et c'est justement, plus tu es détaché de. Je pense que moins tu réfléchis et plus tu joues à l'instinct, plus tu vas te libérer de tout ça et enthousiaste. Ouais. Eh bien, Vincent, merci beaucoup pour toute cette discussion. Merci. Pour te suivre, il y a tes 2 formations, Electro Deluxe et Malted Milk. Ouais. Donc on peut suivre sur les réseaux. Et puis après, ouvrez les yeux, parce que Vincent, il travaille avec plein de, plein de formations, plein de collaborations. Ça m'arrive. Merci beaucoup, Vincent. Et puis, les bonnes décisions, épisode 5, c'est terminé. On se retrouve le mois prochain. C'était Vincent Aubert, tromboniste émérite et de renom. Tromboniste de stade. Merci beaucoup. Merci. Les bonnes décisions, un podcast de Vincent Posé avec la musique originale de Julien Brochant et Paul Lemarchand à la vidéo et aux réseaux sociaux. Production comme une impro. Les bonnes décisions à retrouver sur toutes les plateformes de podcast et sur les réseaux sociaux. #les bonnes décisions. Et on n'aura pas parlé de François Mitterrand. Ouais, c'est vrai, j'ai fait le temps lancer.